IMOP, l'Observatoire national des bâtiments. Bonjour, merci, bonjour à tous. Maximilien Brossard, je suis le cofondateur et directeur de l'entreprise URBS, et avec Jonathan Villot, également cofondateur et directeur scientifique de l'entreprise, nous allons effectivement vous présenter cette solution. Alors, la présentation va se faire en 3 étapes. On va dire quelques mots sur la structure qu'est URBS. Nous allons ensuite vous présenter nos services, nos solutions avec des retours d'expérience issus de plusieurs territoires avec des acteurs de l'habitat et du logement notamment. Et puis nous conclurons notamment avec une offre que l'on va bientôt déployer pour justement outiller un peu plus ces acteurs au niveau national sur ces sujets. Alors qui sommes-nous? URBS, c'est une entreprise qui a la spécificité d'être issue d'un centre de recherche public. Les travaux ont commencé en 2016 à l'École des mines de Saint-Étienne. Et ensuite, aujourd'hui, la structure porte les solutions, les technologies qui ont été déployées au sein des centres de recherche, puis qui ont été bien sûr améliorées depuis. Donc des technologies, méthodes et solutions qui ont été brevetées via l'Institut Télécom sous tutelle du ministère de l'Industrie. Donc aujourd'hui, URBS, le cœur de métier, c'est la donnée géographique. Donc on va travailler à la donnée géographique et on va développer des outils de la décision, des outils cartographiques, des géoservices pour permettre aux acteurs de travailler ces données. J'y reviendrai sur les diapos suivantes. Donc depuis 2016, l'objectif, c'est que ces outils, ces solutions, on les travaille, on les construit avec les territoires, avec les acteurs des territoires pour répondre aux besoins, notamment les problématiques de logement, de renouvellement urbain, de rénovation énergétique et du foncier. L'objectif, c'est de travailler avec des territoires, mais c'est aussi d'y faire écho au niveau national pour améliorer les jeux communs. Donc depuis, on a pu travailler à des partenaires structurants avec les acteurs clés que sont le CEREMA, l'IGN, l'ADEME bien sûr, et puis des solutions qui sont référencées auprès de la direction interministérielle du numérique. Donc aujourd'hui, c'est une équipe pluridisciplinaire d'experts. On est une dizaine au sein du RBS avec essentiellement des ingénieurs qui vont travailler la science de la donnée, donc en analyse de données, en mathématiques pour reconstituer des données manquantes, une équipe de développeurs pour maintenir des logiciels à haute technologie auprès de la communauté d'acteurs qui va aller sur nos solutions, et surtout une expertise scientifique. L'objectif, c'est vraiment de ne pas nous positionner comme des éditeurs logiciels ou des providers de données classiques, c'est vraiment d'accompagner de A à Z les acteurs sur des sujets où on a, soit en interne, soit via des partenariats, on va porter les expertises pour accompagner et faire monter en compétence aussi les acteurs sur ces sujets un peu complexes et en mouvance perpétuelle. Au-delà de ça, URBS aujourd'hui, on a une mission, c'est vraiment étant issu d'un centre de recherche publique, c'est d'accompagner, d'outiller les acteurs publics sur ces sujets et avec des outils d'intérêt collectif. L'objectif, c'est vraiment de répondre à un certain nombre d'ODD, les objectifs de développement durable en lien avec la pauvreté, l'adaptabilité au changement climatique, la transition énergétique, vraiment d'outiller les territoires en améliorant leurs connaissances sur ces sujets-là et vraiment avoir une approche transverse et systémique sur ces thématiques. Donc je l'ai un peu dit en amont, mais pour le préciser, donc les 3 compétences portées, il y a cette partie analyse des sciences de données qui va se traduire par la livraison de bases de données géographiques pour des services techniques, pour des territoires qui ont des services pour manipuler ces données. Le deuxième point, et on vous le présentera par la suite, c'est de développer des interfaces métiers qui permettent à néophytes comme experts, à décideurs comme opérationnels de manipuler cette information. Et puis, comme je le disais, c'est vraiment d'accompagner les structures tout au long de leur projet, dans le temps, sur les questions aussi de RGPD, puisqu'on parle de données, donc il y a de l'open data, il y a de la donnée ouverte, mais on va aussi travailler des données contraintes, parce que dans le cadre de certaines missions publiques, selon les finalités, on peut aller chercher des données plus contraintes, mais là aussi, il y a une expertise que l'on porte auprès des territoires pour les accompagner sur ces sujets. Et puis je vais laisser la parole à Jonathan pour poursuivre sur nos solutions. Merci. Alors, un des éléments importants en fait pour comprendre pourquoi on a créé ces outils-là, c'est qu'aujourd'hui en fait il y a de plus en plus de données qui sont accessibles, soit des données ouvertes comme on le verra, soit des données contraintes, et qu'avec des outils mathématiques on peut aussi enrichir cette donnée-là, et que toute cette volumétrie de données aujourd'hui, elle a une difficulté à percoler au niveau de la prise de décision parce qu'elle est complexe à manipuler. Elle est complexe à manipuler pour 2 raisons, déjà par sa nature et aussi parce qu'au niveau des territoires, les compétences ne sont pas forcément toutes là. Et on souhaitait aussi pouvoir mettre le numérique et cette connaissance-là en accès à tous les types de territoires, que ce soit des communautés de communes avec quelques milliers d'habitants qui n'ont pas forcément de direction du numérique, de direction des SIG, et de pouvoir aussi
essayer de décloisonner les politiques de l'habitat en leur permettant d'avoir une vision globale du parc bâti sur leur territoire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on va travailler avec un ensemble d'acteurs, donc particulièrement les communes, les communautés de communes ou les départements, ainsi qu'avec l'ensemble des acteurs du territoire qui travaillent cette donnée-là ou qui font des études sur le territoire. Souvent, on a des appels d'offres ou des études qui nécessitent en fait de capter de la donnée et de faire de l'arpentage terrain. La captation de la donnée se fait sur différents types d'appels d'offres. Il n'y a pas forcément de capitalisation, pas d'homogénéisation. Les compétences qui sont mobilisées sont des compétences standards et pas expertes. Et donc, on arrive à avoir des données qui sont rarement réutilisables ou rarement capitalisées. Donc, nous, on va apporter cette offre-là et on va permettre une utilisation transverse par tous les acteurs du territoire qui vont eux-mêmes pouvoir enrichir la connaissance du territoire. Donc vous voyez un exemple, hein, on va avoir des utilisateurs communaux. Dans les communes, on peut avoir les élus, les décideurs, les services habitat, développement durable, les travailleurs sociaux, les prestataires. Ça peut être des agences d'urbanisme au niveau des partenaires des territoires, voire des services de l'État qui vont aussi manipuler ces données. Et en termes de territoire, on va être très varié. On travaille avec des territoires comme la métropole européenne de Lille, des territoires très petits comme Oloron-Sainte-Marie dans le sud-ouest. On travaille avec des ADIL, des agences locales de l'énergie, notamment parce qu'on va pouvoir adresser un ensemble de problématiques liées aux politiques de l'habitat. On va à la fois pouvoir répondre à des problématiques sur la lutte contre la vacance, contre les logements indignes, sur la précarité énergétique, la rénovation énergétique, un soutien aux études préopérationnelles, aux OPARU, aux PIG, tout ce qui va être lié aux veilles observatoires des copropriétés, un soutien au plan climat, au PLU, tout ce qui était souvent décloisonné. Aujourd'hui, on arrive dans une certaine mesure à rendre transverse grâce à la donnée et à la connaissance que l'on va pouvoir fournir. Cette connaissance, elle va être mise à disposition selon deux modalités. Il y a déjà les bases de données. On va aller récupérer toutes les données ouvertes, contraintes, qu'il existe en France sur tous les bâtiments au niveau national et au niveau local. On verra un exemple tout à l'heure. Cette base de données-là, elle va être mise à disposition de la collectivité qui va la garder. Si elle a des services métiers, elle va pouvoir l'utiliser. Or, comme je le disais, souvent les services métiers n'existent pas ou les compétences ne sont pas là. Donc on va développer un géoservice qui n'a pas besoin de compétences métiers. Donc c'est une prise en main en une demi-heure. On verra l'exemple de l'outil qui permet à tout le monde de l'utiliser. Et bien sûr, comme on est sur le numérique et sur les problématiques de transition, on propose aussi de l'accompagnement expert derrière. Vous voyez ici une représentation de l'ensemble du référentiel géographique que l'on travaille. Donc pour vous donner un exemple, on va aller chercher les données zonales. Donc par exemple, les quartiers prioritaires de la ville, les zones de sécurité prioritaires, les données issues de l'IGN, les données issues des fichiers fonciers, les données de la valeur foncière, les données du registre national des copropriétés, les données du diagnostic de performance énergétique, etc., etc. Ce qui fait que chaque bâtiment va pouvoir être caractérisé à travers 250 attributs. Ça peut être des éléments techniques, l'âge du bâtiment, les matériaux des gros murs, l'âge des habitants, le nom des propriétaires, les consommations réelles d'énergie, les étiquettes énergie, les modalités, les typologies de fenêtres, etc., etc. Ce qui permet d'avoir une vision transverse et très fine sur chacun des bâtiments, étant donné qu'on couvre le parc résidentiel, privé, social, public, qu'il soit collectif ou individuel, ainsi que des éléments du tertiaire. Peut-être pour compléter, des données qui sont à la fois issues de sources nationales. C'est ce qui permet notamment de mettre en œuvre un observatoire où on a pu qualifier les 23 millions d'adresses en travaillant sur ces bases de données nationales et en répliquant, en vérifiant les modèles à une échelle nationale, en s'adaptant bien sûr aux spécificités de chaque région, de chaque territoire. Et ensuite, on va pouvoir rajouter les données locales, les arrêtés, bien sûr, les données qu'on trouve chez les CSCAS, tout un tas de données qui, au niveau des collectivités, vont pouvoir affiner la connaissance. Et le troisième point, on le verra à travers la solution, c'est que les utilisateurs vont aussi consolider l'information, apporter de la connaissance en éditant, en mettant à jour l'information ou via des observations. Je lance. Alors, il faut lancer la vidéo, je ne sais pas si... Ça ? Non. On se propose avant de faire les... Ouais, non, ça... Bon. Je ne sais pas si au niveau de la régie, vous pouvez lancer la vidéo. Non, ça ne fonctionne peut-être pas. Oui, on se proposait de vous faire une petite démonstration de la solution pendant 4 minutes pour justement bien illustrer comment voilà, on est parti. Donc l'objectif, c'est d'avoir un géoservice comme un Google Maps, sans formation lourde. Chaque utilisateur peut
aller chercher de l'information, donc des cartographies interactives. Ici, on présente les étiquettes énergie. Et sur une seule solution, un seul lien, on va retrouver l'ensemble de cette connaissance qui va qualifier le bâtiment, avec aussi forcément les subtilités géographiques que sont la strate bâtiment, la strate adresse fiscale, la strate parcelle cadastrale, la strate table des propriétés avec les copropriétés. Donc il y a ces enjeux et la solution a vocation de vous accompagner pour vous faire pour bien interpréter ces enjeux. On voit aussi des graphiques dynamiques qui permettent d'identifier des métriques sur un territoire. Donc voilà, on présente vraiment un atlas complet sur lequel donc, on a des éléments à l'échelle du bâtiment, des graphiques qui donnent à l'échelle du territoire, que ce soit une commune, un quartier, une collectivité, un département, une région, les éléments de distribution de chaque attribut indicateur. Ici, on a notamment les éléments de confort, de logement potentiellement indigne. À chaque fois, une métadonnée, donc d'où vient la donnée, de quelle année, quelle est sa fiabilité. L'objectif, c'est aussi vraiment d'accompagner sur les subtilités de la donnée, ses freins, ces leviers, donc avoir aussi une documentation interactive et pédagogique pour chaque indicateur, savoir quelles sont les approches méthodologiques, faire aussi un retour d'expérience sur certains indicateurs. Des approches monocritères peuvent être limitantes, alors que du croisement de plusieurs critères peuvent permettre de lever des potentiels. On va trouver des fonctionnalités un peu plus expertes pour les systèmes d'information géographique, sur des tables attributaires qui permettent en quelques clics de manipuler la donnée et d'avoir des informations un peu plus précises. L'export de la donnée, ça c'est un élément important. Beaucoup de solutions ne permettent pas l'export de la donnée. L'objectif, c'est vraiment que la donnée soit le bien de la collectivité. Donc à tout moment, si la donnée est mise à jour, que ce soit par un prestataire, que ce soit par nos services sur la manipulation des données, dans tous les formats, tous les standards géographiques actuels, la collectivité peut s'approprier cette donnée pour aussi éventuellement l'utiliser sur d'autres outils métiers. Des tableaux de bord à l'échelle du territoire. En un clic, on va retrouver un diagnostic de l'ensemble des indicateurs avec la possibilité d'avoir des tableaux de bord personnalisables selon l'angle d'attaque, selon la thématique, si on est sur du développement durable, sur des questions de rénovation énergétique. Donc, pour chaque commune, on va pouvoir filtrer les périmètres géographiques, les attributs, les indicateurs souhaités, vraiment pour mettre en forme, comme vous le voyez, en quelques secondes, un diagnostic, et on peut s'extraire du coup de déléguer ses prestations. Un tableau de bord qu'on va retrouver à l'échelle de l'adresse. Donc on va retrouver l'exhaustivité des informations à l'échelle de l'adresse, et si on s'arrête sur un attribut, on a ce qu'on appelle les métadonnées. Donc là aussi, pour chaque adresse, une métadonnée par information. Parce qu'une même information sur l'adresse n'aura peut-être pas la même qualité, peut-être pas la même source de données. Donc là aussi, on va vous accompagner sur ces sujets. Différents formats, là notamment c'est un exemple d'indices composites qui permettent de qualifier la fragilité des copropriétés. On peut aussi accompagner sur ces sujets de notation. Et le dernier sujet dont on parle en amont, la capacité à éditer la donnée. Je suis un acteur de confiance, une ALEC, là on était sur des questions de sources d'énergie, un bureau d'études qui travaille sur une étude, qui a fait un arpentage terrain, on peut mettre à jour la donnée. Et le dernier élément qui est très utilisé, qui était nativement le projet de recherche pour aider à la massification de la rénovation énergétique, mais on a vu que ça fonctionne aussi sur les thématiques de l'habitat indigne, de l'attractivité, de la précarité. On va pouvoir sélectionner les critères choisis en toute autonomie et cibler, repérer en quelques secondes sur un territoire où il y a des milliers, des millions de bâtiments, les adresses, les bâtiments homogènes ou les ménages homogènes qui correspondent à ma sélection. L'objectif, on le redira avec les REC, c'est vraiment d'avoir le bon message et le bon acteur en face de l'objet ciblé. Et ce ciblage, l'objectif, c'est vraiment de vous l'approprier. Donc via cette console de filtre, ce filtre multicritère, on choisit vraiment l'ensemble des indicateurs disponibles. On peut avoir des éléments visuels, comme vous le voyez ici, des éléments cartographiques qui permettent aussi de valider ou non la sélection, de voir à quoi ressemble le gisement sélectionné. Et d'avoir aussi, en cliquant sur un bâtiment, on retrouve notamment les informations à l'échelle du bâtiment, mais en retournant sur la console de filtre, sans faire des va-et-vient avec un bureau d'études ou votre service technique, vous pouvez changer la sélection, la faire évoluer, dresser un bilan de cette sélection pour voir sur la section, notamment on n'a pas joué sur la vacance, on pourrait rajouter ce critère-là. Donc l'objectif, c'est qu'en comité technique, en comité de pilotage, sur une réunion de travail, s'approprier l'information pour, alors voilà, le bilan des scénarios dont je parlais est ici, donc c'est vraiment les caractéristiques de la sélection de la 300-500 adresses, je ne vois pas d'ici, qui a été sélectionnée. Et donc une fois la liste d'adresses sélectionnée qui correspond à nos besoins, on peut l'exporter, la transmettre à un partenaire pour aller sur le terrain, pour faire l'arpentage ou pour ensuite faire de l'animation, aller au contact du public. Pour illustrer cela, donc depuis 6 ans, on a déployé l'outil sur 500 communes. L'ensemble des acteurs dont parlait Jonathan ont utilisé la solution, ce qui a permis aussi d'enrichir les éléments en travaillant sur les besoins et de co-construire aussi ces sujets. Donc, on a retenu trois grandes thématiques qui reviennent assez souvent.
La première, c'est les études préopérationnelles et diagnostiques des territoires. Alors, comme on le voit, c'est des sujets qui peuvent être travaillés sur des petites communautés de communes très rurales, de 5000 habitants, jusqu'à des grandes métropoles comme la métropole de Lille, qui, malgré son très bon dimensionnement au niveau des SIG, n'a pas forcément ce temps ni cette qualité, cette finesse pour travailler la donnée. Alors, ce qu'on a vu, ce qui est assez intéressant, ce dont parlait Jonathan, c'est ce gain de temps pour l'opérateur qui permet, que ce soit au service interne, mais notamment du coup plutôt les opérateurs, les prestataires de la collectivité, de dédier plus de temps là où est leur réelle valeur ajoutée. Donc l'arpentage, l'animation d'acteurs, l'analyse, et donc de dédier vraiment plus de jours sur ces sujets-là. L'autre sujet, on l'a validé avec ces territoires aussi, c'est la centralisation des dispositifs passés et futurs. Il y a beaucoup de strates, des PLH, des PLU, des études. Et à travers cet outil, ne pas refaire ce qui a été fait, Jonathan en a parlé tout à l'heure, et vraiment d'avoir cette coordination, cette capitalisation de l'information dans le temps, c'est aussi inscrire cette information géographique dans le temps et de la partager entre acteurs internes, mais aussi du territoire. Pardon. Le deuxième point sur lequel il y a eu également des retours assez probants, c'est l'éveil observatoire, bien sûr, puisqu'on est vraiment là sur la qualification du parc bâti. Donc on a fait ça là aussi sur plusieurs territoires. Et la vraie valeur ajoutée, elle a été celle-ci. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous ai présenté des indices composites. Souvent, c'est ce qui est fait dans l'éveil observatoire. On travaille des indices qui permettent de noter la fragilité, la vulnérabilité du parc. On va pouvoir, à travers l'outil, faire évoluer aussi cette méthode de notation. Ou s'il y a déjà une méthode de notation mise en œuvre par un prestataire précédent, on a vu que la mise à jour de ces systèmes de notation n'est pas toujours évident. Et c'est là où une expertise avec le nez au quotidien sur la donnée géographique et les échanges techniques aussi qu'on peut avoir avec les fournisseurs que sont l'hygiène ou le CEREMA permettent de fiabiliser ces éléments dans le temps. Donc voilà, globalement, ce qu'il faut retenir, Jonathan l'avait dit en introduction tout à l'heure sur ces types de dispositifs, c'est vraiment d'une part cette approche systémique et transversale, de ne pas refinancer ce qui existe déjà en interne et du coup de mettre là où est la valeur ajoutée des acteurs, et puis de s'inscrire dans le temps avec vraiment une donnée fiable et mise à jour avec cette veille sur ce référentiel commun. Et puis sur la question de la massification qui marche pour beaucoup de sujets, le sujet actuel qui est la rénovation énergétique, on a aussi quelques billes, mais je vais laisser la parole à Jonathan sur ce point. Oui, un troisième exemple d'utilisation, et on en parle beaucoup aujourd'hui, dans le cadre de la SNBC et globalement au niveau de chacun des territoires, on a un objectif de rénovation des bâtiments au niveau basse consommation, et à plus court terme, il va y avoir une interdiction de location des passoires énergétiques. Donc là, l'une des premières problématiques qu'il pourrait avoir pour un acteur public, c'est où sont les passoires énergétiques sur mon territoire. Donc là, très rapidement, vous l'avez vu, on prend l'outil en un clic, on sélectionne les F et G. Donc après, vous pouvez faire par année en 2024, 2028 ou 2034. Et vous avez instantanément la géolocalisation de toutes les adresses. À la fois les adresses qui ont eu un DPE fait par un diagnostiqueur, et aussi toutes les autres adresses qui n'ont pas eu de données pour lesquelles on a pu prédire avec les outils de machine learning. Et donc là, ça va vous donner une volumétrie des bâtiments qui seraient potentiellement, et des logements qui seraient non louables. Et donc là, ça permet d'aller les contacter. Contacter qui? Les propriétaires bailleurs. Comment on fait pour contacter les propriétaires bailleurs? Les collectivités sont ayant droit des fichiers fonciers non anonymes, ce qui permet d'obtenir le nom des propriétaires et leur lieu de résidence, ce qui leur permet de les contacter. Et grâce aux caractéristiques des bâtiments, vous pouvez aussi prévoir un type d'accompagnement qui va être spécifique aux typologies de bâtiments et aux typologies de propriétaires que vous avez. S'ils sont âgés ou pas, en fonction de leurs revenus, etc., vous pouvez personnaliser cet accompagnement et ainsi même le message que vous voulez leur transmettre pour essayer de les capter, de les intéresser au plus. On a fait ce type de travail avec l'Agence parisienne de climat sur un territoire sur la ville de Paris. En termes de repérage, ce qui était fait généralement en 10 à 12 mois est fait en 10 minutes avec l'outil. Ça vous donne la proportion du gain de temps qui est fait sur la partie repérage et qui permet d'être réorienté sur l'accompagnement. Un autre effet, c'est que vous pouvez identifier des bâtiments de proximité qui ont les mêmes typologies. Ça permet d'aborder une nouvelle thématique qui est la massification de la rénovation énergétique et des groupements d'achat, qui permet de faire des zones de rénovation concertées et donc d'apporter un volume important aux artisans et donc d'espérer, via l'acteur public, qu'on puisse réduire les coûts de la rénovation, ce qui est un point important parce qu'aujourd'hui, une rénovation globale, c'est 15 à 20 ans de retour sur investissement. Donc tout ça, c'est des choses qui sont très faciles à faire avec l'outil et qui permettent vraiment de gagner du temps sur la connaissance du territoire pour pouvoir permettre d'agir et d'être à la hauteur des enjeux et de la temporalité qui nous reste. Ça, c'est sur les éléments importants. Un élément que l'on souhaite aussi mentionner, c'est que de par notre position de structure issue d'un acteur public,
on a donc une offre qui s'appelle Immop. Forcément, c'est une offre payante. Mais à partir du mois de septembre-octobre, on va mettre nos technologies et l'ensemble des données ouvertes sur tout le patrimoine bâti français accessibles gratuitement à tous les acteurs des territoires. Donc, en se connectant sur l'Observatoire national des bâtiments, l'ONB, vous pourrez accéder à toutes les données ouvertes qu'il existe sur tous les bâtiments en France, que vous soyez une collectivité, un particulier, un artisan, etc. etc. L'idée, c'est de permettre encore une fois de rendre bien plus accessible l'ensemble des données qu'il existe pour engager les transitions, qu'elles soient sociales, économiques, énergétiques ou climatiques. Merci. S'il y a des questions, on a un petit peu de temps, n'hésitez pas. Bonjour, bravo pour cette démonstration. Antoine Desbarrières-Qualitel, j'ai 2 questions. La première, comment vous vous positionnez par rapport à la BDNB et à l'outil Gorenov développé par le CSTB dans le cadre du programme Profil? Et puis une deuxième question assez différente, vous avez parlé de machine learning, sur la capacité finalement à anticiper ou à deviner quelle était la performance énergétique, enfin au sens DPE d'un bâtiment. Comment ça marche? Si ce bâtiment fait l'objet d'une rénovation sans qu'on puisse le savoir, puisqu'il n'y a pas eu de DPE, comment vous pouvez finalement estimer cette performance? D'accord, merci pour les questions. Donc, alors par rapport à la BDNB, en fait, la BDNB est une base qui est sortie en 2022. La base dont on a parlé, donc c'est une base qui a été testée déjà sur le terrain, donc c'est plus une base expérimentale de croisement. C'est quelque chose qui en fait est testé sur le terrain depuis plus de 6 ans. Et pour lequel aussi on intègre un ensemble de dimensions autres en termes de données. C'est-à-dire que la BDNB va croiser notamment des données ouvertes. Nous, on va aller chercher l'ensemble des données contraintes, on va rajouter toutes les données locales et on va permettre de l'intégration de données par des opérateurs terrain. Donc ça fait une donnée qui est globalement plus riche et qui est mise en accès aussi à travers une interface, ce qui n'est pas forcément le cas parce qu'aujourd'hui la BDNB offre 2 solutions, Gorenov particulier et Gorenov bailleur. Il n'y a pas de solution pour les collectivités et globalement il n'y a pas d'outils et d'interface qui permettent en fait cet usage et cette interrogation-là. Sur la deuxième question, en fait on va utiliser, il y a différentes approches. Nous on va utiliser les approches probabilistes et statistiques. Il faut savoir que quand on ne connaît pas la donnée, il y a 2 approches possibles. Soit on va prendre une approche d'ingénierie, c'est ce qui avait été fait par exemple par Pouget Consultant, on va créer des archétypes de bâtiments pour lesquels on va faire des audits et dès qu'on aura des bâtiments qui auront les mêmes caractéristiques, on attribuera la même note. Nous ce que l'on va faire c'est qu'on va utiliser des outils de machine learning, donc on connaît les DPE pour 9 millions de bâtiments, ces 9 millions de bâtiments ont un ensemble de caractéristiques, on va faire apprendre notre machine et la machine va pouvoir prédire pour tous les autres bâtiments. Comment on fait ça? C'est qu'en récupérant les données des fichiers fonciers et d'autres, vous allez avoir à peu près une trentaine de caractéristiques sur le bâti. La superficie, le nombre de salles de bain, le nombre de chambres, l'étage, l'orientation, un ensemble d'éléments qui permettent en fait de prédire les étiquettes DPE. On fait aussi ça sur les données de la valeur foncière. Comme on connaît la valeur foncière des biens qui ont été vendus, ce sont des données en open data et les caractéristiques associées, on peut faire la même chose. Alors bien entendu, il y a une fiabilité. La fiabilité des données existe partout. C'est-à-dire que nos modèles vont donner une fiabilité que l'on va caractériser, mais quand vous allez obtenir des données de l'État, la Direction générale des finances publiques, quand vous obtenez les données via les fichiers fonciers, vous donne aussi un niveau de fiabilité qui va de très bon à exécrable, et ça aussi c'est des éléments qui sont pris en compte. Donc la donnée a une qualité, et c'est pour ça qu'en la manipulant, on souhaite aussi la mettre en avant, cette qualité, pour pouvoir avoir une décision éclairée. Peut-être un complément sur le premier point également. Il faut savoir que par rapport à la BDNB, on a des échanges aussi avec le CSTB, bien sûr, et on souhaite contribuer à cette réflexion de l'identifiant du bâti unique de par notre expertise en géomatique depuis 6 ans, là où et d'y aller avec d'autres acteurs aussi pertinents sur cette question de la donnée géographique, le référentiel n'étant pas stabilisé à l'heure actuelle. Pour autant, lorsqu'il le sera, l'objectif c'est de l'intégrer. On se place vraiment comme facilitateur et dès lors que, et on a aussi ce regard, et ça fait le sujet aussi, la réponse sur le deuxième point, dès lors qu'on considère que la qualité de
de la maille géographique, de la strate géographique et des données attributaires qualifiées et de qualité, on l'intègre aux bases, que ce soit des données ouvertes ou des données contraintes. Donc à terme, la BDNB viendra compléter le socle. L'objectif, c'est pas non plus de faire une surcouche, c'est des sujets assez complexes, mais l'identifiant bâti a été notamment travaillé il y a quelques années par l'IGN, ça a été laissé en suspens. C'est un sujet assez complexe sur lequel on essaie aussi de contribuer. Mais voilà, le point de conclusion, c'est vraiment de dire que par rapport à ces démarches qui sont faites en parallèle, dès lors que ce référentiel devient de qualité et légal, qui est aussi une dimension législative sur ces nouveaux référentiels, ce sera nativement intégré sur ces bases. L'objectif, c'est vraiment de travailler communément et collectivement sur ces sujets avec ces acteurs clés de la filière. Est-ce qu'il y a une dernière question? Non. Ben, merci beaucoup. Merci. Peut-être juste pour compléter, les données de la base nationale bâtiment seront aussi dans l'Observatoire national en tant que données ouvertes et accessibles. Merci. Merci, messieurs.